Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour les 50 minutes qui nous animent sur le débat Future of Work. Donc je me permets juste en préambule de vous dire que j'enlève mon masque ainsi que la plupart des participants sur le plateau car nous sommes testés négatifs au Covid et que nous respectons les gestes barrières. Donc sans plus attendre, Future of Work. 3 questions auxquelles nous allons répondre ce matin, ou essayer de répondre. Comment et où nous travaillerons? Dans quel écosystème? Comment et où nous travaillerons dans quel écosystème? Quelle expérience collaborateur allons-nous créer demain? Et finalement, comment est-ce qu'on peut piloter cet écosystème de travail plus complexe et plus hybride? Nous avons choisi une approche pragmatique et non pas prospective, et nous allons nous baser sur des témoignages, sur des chiffres clés que partageront donc nos invités sur le plateau. Donc vont me rejoindre 2 experts, Ghislain Grimm, fondateur de Work in Progress, ainsi que François Hanbick, directeur de création chez Lonsdal. Nous avons aussi sur le plateau donc 2 partenaires clients, Frédéric Sauvageau, directrice de l'innovation et de l'environnement de travail chez Orange, ainsi que François Desgardins, secrétaire général de Nexity Solutions Entreprises. Vous aurez la possibilité pendant tout le débat de réagir sur le chat et nous répondrons à vos questions si vous en avez un peu plus tard après le webcast. Sans plus attendre, nous allons accueillir Ghislain qui va nous partager ses 5 convictions. Bonjour Anne, Bonjour, merci de m'accueillir et bonjour à tous. Donc en effet, dans les 5 prochaines minutes, ce qu'on vous propose, c'est de partager 5 convictions. Alors c'est un travail que l'on a fait conjointement avec le business consulting de l'agence que tu représentes Anne et Work in Progress, notre raison d'être, c'est d'accompagner les entreprises dans cette transformation du travail. Alors on parle de conviction et plus de tendance, puisque l'idée c'était de s'appuyer sur un corpus d'études assez important. On a une veille quotidienne depuis longtemps sur 2500 sources. Et ce qu'on constate depuis 1 an, c'est que le corpus a été multiplié par 5. Ça montre l'intérêt de ce sujet du travail dans la société d'une manière générale et dans une période de transformation sans équivalent. Et beaucoup de nos clients nous demandaient un décryptage de ces choses peuvent paraître aujourd'hui un peu pléthoriques, avec l'idée aussi d'abandonner peut-être la loupe de cette crise, qui a tendance parfois à montrer des situations extrêmes, et prendre plutôt des lunettes à portée, on va dire, longue ou moyenne, et situer plutôt à 5 ans. Alors si on regarde précisément les 5 convictions qu'on a à partager avec vous aujourd'hui, on va démarrer par une première qui est comme une évidence, mais qui a besoin d'être rappelée, c'est que cette transformation sans équivalent du monde du travail n'est pas liée à la crise, c'est l'accélération qu'induit la crise, parce que cette transformation du travail, par la 4e révolution industrielle, était déjà en route. Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique et social de Davos, publie en 2016 la 4e révolution industrielle. L'idée étant que depuis le digital qui nous accompagne dans la 3e révolution, on y additionne l'intelligence artificielle, nanotechnologie, big data, robotique. Et là, on arrive à cette 4e révolution industrielle avec une mutation, de nouveau, comme je le disais, sans précédent du travail. Alors, dès 2017, on situait à une quinzaine d'années un changement, je dirais, drastique du travail. On annonçait déjà que 85% des emplois de 2030 n'existaient pas encore. Alors quand on dit cette vision à 15 ans à peu près, on était déjà surpris de cette accélération. Et si on se place sur les études encore plus récentes du World Economic Forum, on n'est plus sur cette échelle de temps d'une quinzaine d'années. On est dans un cycle schumpeterien d'innovation permanente où on se situe maintenant en 2025, c'est-à-dire que c'est à peine dans 4 ans, où un chiffre de nouveau montre cette tectonique. Une personne sur 2 changera d'emploi. Ça veut dire qu'au niveau mondial, on sera à peu près à 85 millions d'emplois qui sont menacés, mais au même moment, s'en crée 97 millions. Donc le solde est positif. On imagine bien qu'en fonction des secteurs et des pays, on ne se situe pas exactement à gauche et à droite dans le même sujet. Deuxième conviction que l'on voulait partager avec vous, c'est que les mots de flexibilité et d'hybridation qui sont retenus sont justes
parce que on aurait pu craindre au premier déconfinement un retour en arrière sur cette mutation importante du travail. En effet, la France se distinguait par rapport aux pays européens comme le UK ou l'Italie sur un retour massif au bureau qui était à la fois souhaité par la direction et par les salariés et un effet peut-être élastique de retour en arrière. La réalité, c'est qu'au bout d'un an, on pense qu'on a vraiment passé un cliquet. Il n'y aura pas de retour en arrière sur cette hybridation. Alors attention, on ne sera pas non plus sur quelque chose qui sera 100% généralisé. On a beaucoup parlé de tous nomades, tous télétravail, tous en contrat de travail, avec cette idée où tout le monde serait indépendant. On sera bien sûr dans des sujets plus équilibrés. Un chiffre qui met à peu près tout le monde d'accord, c'est qu'autour de 60% des salariés dès 2022 seront dans des modes hybrides de travail. Troisième point, c'est que dans ces périodes de mutation, tout le monde s'attend à rechercher le modèle ou le cadre à calquer pour traverser cette mutation. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un modèle, mais que le modèle est à inventer. La taille unique, il faut l'abandonner, notamment parce que pour des raisons de culture d'entreprise, de culture nationale, de taille, de secteur, il faut trouver son propre modèle. On ira d'ailleurs, vous verrez dans quelques minutes aussi en Chine, voir comment Danone, qui a déjà redémarré son activité, l'économie tourne déjà à plein régime, comment ils ont imaginé pour leurs salariés le retour au bureau. Quatrième conviction, c'est que s'il n'y a pas de modèle, il y a peut-être un élément qui se dessine qui est une clé de réussite, c'est ce qu'on appelle l'expérience employée. À l'instar de ce qu'on a connu dans le retail, où on a opposé un moment le e-commerce avec la boutique, finalement le juge de paix c'est le consommateur au cœur. On a parlé beaucoup d'expérience consommateur à l'époque, et ben on transfuge ces éléments-là au niveau du bureau. Quels sont nos personas ? Quels sont les styles de travail, quels sont leurs parcours à ces employés, et c'est autour de ces expériences employées qu'on trouvera certainement le meilleur modèle. Alors beaucoup d'entreprises ont, je dirais, mis en place des programmes de cette initiative. Ils étaient à peine un tiers il y a un an, on voit que plus 10 points en un an sur l'adoption des expériences employées, donc 7 en marche au niveau de l'accompagnement de ces transformations par l'expérience employée. Et c'est plutôt une bonne chose parce que les entreprises qui ont déjà déployé ces programmes d'expérience employée ont dit à 82% que ça a été assez déterminant pour passer la crise. On sait que passer la crise sanitaire, on est dans un monde où peut-être on sera dans une principe de crise structurelle permanente. Et à ce moment-là, on peut se dire qu'on est beaucoup plus armé dans un monde adaptatif en ayant adopté cette expérience employée. Alors vous allez me dire, qui est en charge dans l'entreprise de mener cette transformation? Alors on pense d'abord que c'est un sujet interdisciplinaire. Autour de la table, on va parler avec des directeurs immobiliers, des ressources humaines, des personnes du digital et bien sûr aussi des services généraux. Alors c'est cette combinatoire qui était à réussir, Chacun est souvent sur sa voie de transformation, mais l'idée est surtout de travailler dans un sens commun et qu'il faut certainement un chef d'orchestre pour faire ça. C'est ce qu'on pourrait appeler le chief of work. Et pour ça, on a interrogé Léa qui a fait un travail au MIT en 2017 à ce sujet. Elle se partage entre Paris et New York et elle a passé un moment à nous partager donc sa vision de ce que sera ce Chief of Work. Après le passage vidéo, on se retrouve en plateau. 3 concepts donc, qui, à mon sens, vont façonner le futur de la RH. Le Chief of Work de demain sera un pilote d'une fonction RH distribuée. Bien sûr, il aura toujours la responsabilité des expertises. Expert en droit du travail, en droit social, en diversité et inclusion, en recrutement, en formation. Mais pas que. Viennent aussi s'ajouter à cette fonction RH distribuée les managers, car ce sont eux les garants au quotidien de l'engagement, de la performance, de la gestion des ressources humaines de l'entreprise. Justement, ces ressources humaines, les collaborateurs feront aussi partie intégrante, et on le voit de plus en plus au quotidien, puisqu'on leur demande de prendre la responsabilité de leur parcours, de leur employabilité, de leur formation. Et enfin, l'équipe dirigeante. Le DRH va prendre une place, à mon sens, de plus en plus prépondérante au sein de cette équipe pour porter les enjeux humains, stratégiques et faire les bons arbitrages. Fort heureusement, la data, et donc cette fameuse intelligence artificielle, se met de plus en plus au service de cette intelligence humaine au travers des People Analytics. Un DRH pilote donc. Ensuite, un DRH investisseur.
oui, nous voyons, le marché du travail est évolutif et assez protéiforme, c'est-à-dire qu'il y a les ressources internes en entreprise, sous toute forme de contrat, et puis des ressources de plus en plus externes. On parle de freelance, de slasher. Comment le DRH fait-il pour investir, cultiver, créer des viviers en fait, de talents à la fois internes et à la fois externes à l'entreprise, à la fois en donnant des opportunités, des missions, en évaluant, en onboardant, en activant ces ressources selon les objectifs, en calibrant selon les budgets alloués, et puis toujours en prenant garde aux besoins de sens qui est de plus en plus prégnant, que ce soit pour les ressources internes ou externes à l'entreprise. Troisième point, et un DRH qui va devoir être visionnaire. Comment passer aux côtés des grandes problématiques sociétales, économiques, politiques, que ce soit en termes de métissage, d'inclusion, mais aussi de neurosciences. Un DRH donc qui devra vraiment penser sur le long terme, sans jamais se dépourvoir et être garant de l'humanité de toute structure. Pour résumer, donc, une fonction qui évolue et qui sera gérée par des personnes intelligents, humains, pensant sur le long terme et incluant 3 dimensions. La première, la fonction RH, une fonction distribuée. La seconde, la fonction RH, une fonction d'investissement dans le potentiel humain. Et la troisième, la fonction RH, une fonction qui a vocation d'exploration et de grande vision pour contribuer au mieux à la santé et à la pérennité des organisations. Merci Léa pour ce témoignage. Effectivement, un beau challenge pour la fonction RH et les fonctions adjacentes qui y seront associées demain. Ghislain nous a parlé de l'écosystème hybride en introduction. Je vous propose qu'on rentre donc dans le vif du sujet et de se poser la question finalement où travaillerons-nous, comment travaillerons-nous, à quelle échelle donc de la ville, de la campagne travaillerons-nous. Pour cela, je vous propose qu'on accueille du coup Frédéric et François sur le plateau, sans plus attendre. Bonjour Frédéric, bonjour François, bienvenue parmi nous. Bonjour. Donc l'écosystème de travail de demain, de quoi parle-t-on ? Je vais vous présenter effectivement avant d'interpeller Frédéric et François sur leur expérience personnelle et professionnelle. Donc l'écosystème de travail, c'est traditionnellement effectivement le bureau qu'on connaît tous, qui était avant la crise finalement le standard de travail et qui pendant donc, cette dernière année a changé, a évolué, a été beaucoup moins fréquenté par ses utilisateurs. Donc le bureau sera dans l'écosystème de travail de demain. Nous allons y répondre comment et sous quelle forme il devra se transformer. Le domicile avec le travail à la maison s'est fortement développé effectivement pendant aussi cette période. Comme le disait Ghislain, on était sur une obligation de 100% télétravail sur certaines périodes de la crise. Demain, il faudra trouver l'équilibre entre ce domicile, ce bureau et d'autres lieux de travail. À côté de ça, on a tout un écosystème de lieux hybrides auxquels on croit, qu'on appelle communément les tiers-lieux. Donc le Coffee Coworking, qu'on connaît déjà, qui là, pendant la crise, effectivement, a dû être fermé, mais qui, demain, on l'espère, va plutôt persévérer et s'amplifier. Donc le Coffee Coworking. Nous avons sous une autre forme le Retail Coworking. Demain, n'importe quel salarié pourrait être capable de travailler dans un centre commercial, voire peut-être même dans une enseigne en propre qui a des mètres carrés disponibles. Donc pour nos amis retailers, effectivement, des grosses transformations sont à venir. On a effectivement le hôtel coworking. On voit des chaînes comme Accor qui effectivement préemptent ça déjà et qui sont très très performants sur le sujet avec la mise à disposition ou de chambres ou d'espaces communs dans lesquels les salariés peuvent venir travailler à la journée. Après, il y a des formes un petit peu plus poussées de tiers-lieux comme les co-living, effectivement, où là, chaque collaborateur ou chaque salarié va pouvoir venir travailler, pourquoi pas y vivre ou faire d'autres types d'activités. C'est vraiment un lieu de vie à temps plein. On a la mise à disposition également d'appartements ou de location d'espace à la journée pour les habitants de l'écosystème au niveau de la ville et pourquoi pas pour les salariés qui sont un peu plus loin
du bureau, en tout cas qui ne vivent pas sur la ville en tant que telle. Donc là, vous voyez bien sur le schéma que je vous partage, on est sur un écosystème au niveau de la ville. Et on observe un autre mouvement qui est un peu plus lointain, vers la campagne, où on a la possibilité de travailler dans une résidence, sa résidence secondaire, une autre résidence, où finalement translater et de dire mon domicile devient cette résidence. Et ça peut être à l'échelle de quelques kilomètres de la ville initiale ou beaucoup plus loin, à des centaines de kilomètres, au sud de la France par exemple, si on est implanté sur Paris. Et à côté de ça, nous on croit beaucoup, tous autour de la table, que vont se développer d'autres formes de coworking ou de bureaux de proximité qui peuvent être préemptés par les entreprises qui ont des bureaux en ville et qui veulent s'appuyer sur leur écosystème propre immobilier qu'ils ont à travers les différentes villes de plus petite taille en France, et du coup développer un réseau secondaire en fait, de coworking un peu plus loin de la ville centrale. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous, en tout cas sur l'écosystème de travail de demain. Et je vais demander à Frédéric, parce que je crois que chez Orange, vous misez beaucoup sur un modèle bureau, plus télétravail, et ces derniers temps de corpo working. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre expérience et ce que vous proposez chez Orange aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors déjà, avant tout, rappeler que déjà avant la crise, nous avons des sites sur l'ensemble du territoire. Le télétravail, pour nous, ce n'est pas nouveau. Nous avions déjà un accord de télétravail avec la possibilité d'avoir jusqu'à 3 jours par semaine en fonction d'un avenant à contrat de travail ou, selon les cas, un nombre de jours à prendre en fonction des usages et de l'activité. En termes d'écosystème, alors, nos environnements de travail, nous étions plutôt, en fonction de l'analyse des activités et des métiers, sur un environnement dynamique. Donc c'est vraiment l'esprit que dans le bâtiment, chacun retrouve son quartier d'équipe et dans une économie de partage, mais au sein d'un collectif de travail et donc de son quartier d'équipe, à la fois avec des postes qui peuvent être attribués pour des personnes beaucoup plus sédentaires, à la fois des positions partagées, offrant aussi une multitude de choix aux salariés, d'autres espaces, salle silence, salle projet, salle collaborative, tout un ensemble de solutions d'aménagement adaptées à leurs activités. Nous avions aussi quelques espaces de corpo-working, mais des espaces de corpo-working qui étaient plutôt réservés à quelques entités et finalement avec un écosystème d'accessibilité réduit. Alors la crise, en fait, elle accélère tout ça autour de 3 piliers qui requestionnent en fait l'offre de services qu'on peut proposer, à la fois bien évidemment les collaborateurs, le travail et l'environnement de travail. Alors en termes de corpo-working, une des réflexions qui va faire que très certainement on va augmenter l'offre, c'est plusieurs raisons. Alors déjà un enjeu de RSE, à la fois pour l'entreprise bien évidemment, mais aussi pour les salariés qui disent avoir envie d'avoir une vie plus équilibrée, vie professionnelle, vie personnelle, mais aussi avoir un ordre de vie plus responsable. Donc ça peut répondre à ce besoin. On a bien vu aussi que dans cette période, qui est effectivement une période de pandémie et de télétravail forcé, il y avait une forme de déséquilibre en fonction des salariés. Tout le monde n'a pas les bonnes conditions de travail pour travailler à domicile. Et finalement, un peu dans l'esprit de la ville du quart d'heure, le corpo working peut être aussi une alternative proposée en termes de travail à distance. Mais bien évidemment, le site d'appartenance va rester un lieu central et on en reparlera. Mais c'est vrai qu'il faut se préparer à cet esprit d'entreprise qui devient de plus en plus digital et avec un mode de travail qui devient de plus en plus hybride. Merci Frédéric. Et du coup, effectivement, chez Orange, vous êtes plutôt sur votre écosystème, en tout cas immobilier. Vous avez un grand parc à travers tout le pays. Vous, François, qui êtes partenaire de nombreux coworking, quelles sont vos observations en fait sur ce mode hybride et ces tiers-lieux ?
Bonjour à tous. Alors effectivement, chez Nexity Entreprise, en fait, on travaille dans le bureau depuis bien longtemps. On construit des bureaux. On est le plus gros promoteur de bureaux en France. Mais en fait, depuis déjà maintenant 5 ou 6 ans, notre direction générale, Alain Dinin et Véronique Bédag, ont porté l'idée qu'il fallait qu'on soit en plateforme de service. Et donc ce bureau très propriétaire finalement, et comme vous l'avez très bien illustré, il va se métamorphoser, il va se transformer. Et donc on est parti dans cette logique de dire on va continuer à construire des bureaux avec un prisme très fort qui est du bas carbone. Ça, je pense que Frédéric en a parlé, la partie RSE du bâtiment est quelque chose qui est assez fondamental et que la crise accélère. Mais pour autant, on va aussi hybrider ce bureau, il va prendre d'autres formes. Vous en avez présenté un certain nombre et c'est effectivement notre stratégie à nous, ça a été de se dire qu'il fallait qu'on soit dans ces métiers-là parce qu'un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas encore la taille d'Orange ne sont pas forcément propriétaires de leur bureau. Alors ces entreprises, on les accompagne en offrant des dispositifs de type coworking. On est présent notamment auprès de Morning, qui est un des grands coworkers français qui détient une bonne vingtaine d'actifs dans Paris. On est présent en région avec une marque qui s'appelle Ipton. Et puis on fait aussi du café coworking avec une marque que j'en connais bien qui s'appelle Anticafé. Enfin, voilà. Et alors pourquoi on s'est installé dans ces différentes structures? C'est qu'on pense qu'effectivement aujourd'hui, le bail 369 en tant que tel est un problème parce que quelque part, s'il garantit aux propriétaires des revenus dans la durée, il est un peu désadapté de la vitesse à laquelle les entreprises se transforment. Et donc nous, notre rôle, ça va être d'accompagner en fait l'écosystème de travail et de permettre à ces jeunes entreprises de grandir très vite et finalement d'avoir des bureaux qui s'adaptent à leurs besoins. Et je pense que c'est ce que la crise Covid a amené, pour moi, c'est une tendance qu'en réalité qui était déjà là. Et je pense que Frédéric le confirmerait, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qu'on va attendre des bureaux demain, c'est une forme de flexibilisation de plus en plus forte, capacité à s'adapter aux besoins de l'entreprise. Le bureau, c'est un endroit où on crée de la valeur et il faut que ces espaces-là, finalement, s'adaptent à leurs utilisateurs et pas le contraire. Donc j'ai envie de dire que le maître mot pour nous, c'est remettre l'utilisateur au cœur de notre stratégie et de notre réflexion. Je pense que les grands groupes comme Orange le font, bien évidemment. Elles ont compris aussi que la manière dont on travaille aujourd'hui, c'est pas exactement la même manière que celle dont on travaillait avant, avec un besoin quand même de territorialiser un peu parce qu'on a envie de se retrouver avec ses collègues. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'il y a quand même une ouverture de plus en plus forte des univers de travail les uns vis-à-vis des autres. Parfait. Et du coup, justement, sur les coworking, vous nous expliquiez, il y a différents demandeurs. Maintenant, peut-être des nouvelles formes aussi de clients, des nouveaux types de clients qui apparaissent. Tout à fait. Alors avant la crise, on avait beaucoup de startups et c'est vrai qu'il y a une dynamique très forte avec beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup d'investissements dans tout un tas de secteurs, la fintech, la proptech, etc. Donc on avait un marché qui était très tiré par ces entreprises-là. Là, ce qui est en train de changer avec la crise Covid, c'est qu'on commence à voir arriver tous les grands comptes. Et c'est vrai que si vous allez aujourd'hui dans un coworking, que ce soit Morning, mais WeWork, Ojo, etc., vous avez plutôt tendance à croiser des gens en jean basket, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer et on commence à voir effectivement, enfin nous on a été contactés par presque tous les grands groupes du CAC 40 ou du SBF 120 qui commencent quand même à se poser des questions. Les stratégies ne sont pas définitives, donc, mais clairement il y a une forme de test and learn qui consiste à dire on va quand même envoyer une équipe, on va mettre un lab d'innovation, voilà. Et pourquoi ? Parce que finalement on est tous dans la même chose, hein. Il y a une espèce d'apprentissage collectif de cette nouvelle manière de travailler dans un moment où on sent aussi que la pyramide hiérarchique historique est en train de quand même de se désagréger. Alors je le dis de manière positive, hein, en réalité c'est dans le sens où là où on avait des entreprises qui étaient très structurées avec 6, 7, 8 échelons hiérarchiques, ça on voit bien que ça atteint ses limites, notamment parce que l'information elle est accessible grâce au numérique, là où avant il fallait passer par un chef qui la détenait lui-même d'un autre chef, qui la détenait lui-même d'un autre chef. Donc dans ce monde-là, effectivement, sans doute un peu moins de managers et une capacité mécaniquement à pouvoir se déplacer plus et se réinventer plus souvent. Merci François. Je vous propose du coup maintenant qu'on parte sur un autre continent, en Chine. Écoutez donc Séverine qui travaille chez Danone nous partager justement l'expérience de pré-Covid, post-Covid chez Danone du coup sur la zone chinoise. Bonjour, je suis Séverine Bréchard-Rooney, je suis Chief Marketing Officer chez Danone sur la région de la Grande Chine et de l'Océanie. Il faut que vous sachiez que je suis basée à Hong Kong, mais que je passe en principe 4 jours par semaine à Shanghai pour pouvoir travailler avec les équipes régionales et à la fois les équipes locales de nos bureaux shanghaïens.
Nous avons pris le Covid de plein fouet, puisque la Chine a été le premier pays touché au monde fin janvier 2020. Et je dois dire qu'on a finalement fermé les bureaux que 6 petites semaines en Chine. Et ce qui nous a le plus étonné, c'est qu'une fois l'autorisation de réouvrir, on avait laissé le choix de manière facultative à nos Danoners de décider de la cadence à laquelle ils reviennent au travail. Et en fait, tout le monde est revenu très très vite. Malgré la fermeture des écoles et qui a duré un peu plus longtemps et donc les aménagements que ça demandait aux familles. Et on s'est rendu compte que c'était à la fois un moyen d'exorciser la maladie et le choc que ça avait créé au sein de la Chine, mais c'était aussi vraiment lié à 2 cultures très fortes. La culture de Danone qui est très, comme on dit, people-centric, et le fait de travailler ensemble et d'être ensemble est extrêmement important, renforcé par une culture chinoise qui est très collective et collectiviste, où le lieu de travail n'est pas juste un lieu professionnel, mais aussi un lieu de sociabilité et un lieu identitaire. Donc la Chine a repris à plein régime depuis avril-mai de l'année dernière. Elle n'a plus subi aucune fermeture de bureau puisque l'épidémie est sous contrôle et que le port du masque n'est même plus obligatoire depuis déjà plusieurs mois. Donc c'est comme on se croirait presque en 2019. Ce que ça va changer, c'est nous avons pris la mesure à quel point justement le lieu de travail est aussi un lieu social et donc nous recherchons à comment aménager l'espace physique pour mieux permettre cette connectivité et surtout mieux pouvoir permettre la créativité et les réunions ou les rencontres, on va dire, autour de lieux sociaux où on peut discuter de manière plus informelle. En ce qui me concerne, j'ai pas eu le loisir de faire des allers-retours hebdomadaires entre la Chine et Hong Kong puisque la frontière physique est fermée et qu'on a besoin de visa de quarantaine dans les 2 sens, mais j'ai pu y passer 2 mois complets en fin d'année dernière et je m'apprête à repartir à Shanghai pour 2 mois à nouveau. Je vous remercie, j'espère que ce témoignage vous est utile et j'ai hâte de vous entendre lors de l'événement. Merci, au revoir. Donc merci Séverine, effectivement, pour ce témoignage très intéressant, puisque la Chine est un peu en avance de phase par rapport à nos territoires européens, et on se rend bien compte que le bureau de redevient, effectivement, revêt toute son importance, et il faut falloir le transformer, le réinventer. Donc là, je vous propose effectivement dans notre écosystème qu'on travaille, qu'on s'intéresse un peu plus en particulier au bureau et de se dire quelle expérience collaborateur on va pouvoir créer pour réattirer le bureau et en faire un lieu désirable. Donc je vais accueillir François Hanbick, donc directeur de création chez Lonsdal, qui va nous en parler plus en détail. Bonjour François, bienvenue parmi nous. Bonjour Anne, je peux enlever mon masque? Oui, bien sûr. Je suis vacciné. Donc François, écoute, on a hâte d'écouter ton témoignage, justement pour répondre à cette question. Comment est-ce qu'on fait du bureau un lieu désirable? Alors tu te doutes Anne que les bureaux, moi j'en suis un défenseur, c'est un peu mon métier. Mais malgré tout, on a bien appris de ce qui s'est passé cette année, ce qui s'est écoulé, et notamment sur le télétravail. Et on se dit que tout ce qu'on avait fait sur les bureaux, on va l'augmenter avec toutes les bonnes pratiques qu'on a apprises sur le télétravail. Et notamment, le télétravail nous a appris qu'on pouvait se concentrer à la maison. La concentration, c'est quelque chose d'important. On pouvait avoir des postures différentes, du confort, une certaine forme de confort, du choix. La possibilité pour certains de s'aérer très facilement. Voilà ce qu'on a retenu de ça du télétravail. Et le gain de temps, quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps gagné? Et au bureau, eh bien, ce qu'on a retenu de mieux du bureau et ce qu'on pratique depuis longtemps, c'est la possibilité des échanges, des rencontres spontanées, de la transmission, de la fierté d'appartenance d'un lieu qui incarne les valeurs et la société dans laquelle on travaille. Voilà, donc on va regarder les choses un petit peu différemment maintenant et on va se concentrer sur comment nous allons continuer à travailler les bureaux et les bureaux de demain. Donc ce petit schéma pour vous dire progressivement les différents parcours
hein. Nous, on parle en retail de parcours client, et tout à l'heure, Ghislain le disait, il y a le parcours du collaborateur qui est quelque chose d'important dans sa journée. Donc le lobby, on va se concentrer dessus, et c'est l'accueil, c'est l'endroit qui incarne les valeurs de la société, qui envoie l'image à ses visiteurs. Des zones d'apprentissage également pour la transmission, et ces zones d'apprentissage, elles peuvent être hybrides et permettre de l'apprentissage aussi à nos clients, à nos visiteurs. Et je voulais vous montrer 2-3 exemples. Nos clients luxembourgeois, Arendt, qui sont des avocats, sont des gens qui sont passionnés d'art, qui organisent régulièrement chaque mois des expositions. Eh bien, devant leur immeuble, ils ont installé de l'art. À l'intérieur, ils ont installé également, ils ont gravé dans les murs la constitution du droit luxembourgeois. Notre agence, Lonsdal, incarnée dès l'entrée par son fondateur, Richard Lonsdal, qui est composé de photos des collaborateurs de Lonsdal, et puis la Banque de Luxembourg, qui est une banque qui est passionnée par le design, où nous avons mis en valeur des mobiliers et des portraits de designers, donc de l'éducation, de l'art, de l'incarnation de la marque. Et puis l'apprentissage, ça va passer par des lieux aussi, des lieux de convergence. Chez Lonsdal, en bas à droite, c'est notre shaker, qu'on prête également à nos clients. Et là, on fait des conférences très très régulières entre nous, pour nos clients. Et au-dessus, c'est une salle du conseil qui se transforme aussi en amphithéâtre. C'est chez IPK, la mutuelle de l'aéronautique. Donc voilà, les 2 premiers points de contact. Puis ensuite, on va parler de socialisation et de créativité. Des espaces de socialisation, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est une cafétéria, un restaurant. La cafétéria d'IPK, elle est l'entrée du bâtiment, c'est-à-dire que c'est un passage obligé. Il y a des métiers différents chez IPK. Nous, on s'est dit, ils vont tous converger, et ils auront un passage obligé par cette cafétéria. Et en dessous, c'est le restaurant de la Banque de Luxembourg, une table qui fait 13 mètres de long pour forcer les gens qui ne se croisent pas dans la journée au bureau à déjeuner ensemble, et je peux vous dire que ça marche. Et puis la créativité, ça passe par des postures différentes, des écrans sur tous les murs, sans pouvoir avoir autant à tourner la tête. On peut se regarder dans les yeux et par-dessus l'épaule regarder un écran. On est tous dans un même endroit. On est dans un peu un salon berbère en bas chez Kea. Et puis, évidemment, les territoires d'équipe et de concentration. Les territoires d'équipe, c'est les bureaux, c'est les open space. Mais on a besoin dans ces open space de se voir et aussi de pouvoir s'isoler et se concentrer. Donc ça, on y travaille dur. Et une des clés d'entrée de ça, c'est l'acoustique, le confort acoustique. Donc on met tout en œuvre. Chez Arendt, sur l'image de gauche, absolument tout est acoustique. Les plafonds, les sols, les paravents entre les bureaux. On avait un peu anticipé l'isolement grâce à ces parois de verre qui nous permettent la distanciation, qui permettent la concentration, et ces parois en panneaux acoustiques qui nous permettent aussi d'avoir une ambiance très très feutrée. Et puis, comme vous le voyez sur la droite, des espaces d'isolement chez Kea, chez Lonsdal, des réunions impromptues sur des paliers et des petits espaces qu'on peut fermer pour s'isoler. Voilà tous les points qu'on travaille en ce moment pour nos clients, pour nos bureaux de demain et d'aujourd'hui. Tout à fait, mais tu as tout à fait raison François, c'est aussi nos bureaux d'aujourd'hui, puisque les gens vont revenir au bureau très très vite finalement. On parle de future of work, mais c'est quasiment maintenant. Et du coup, on va devoir recomposer avec des espaces pluriels, des espaces multifonctions, parce que nous, tous autour de la table, on ne croit pas, on va au bureau uniquement pour faire du collectif. Finalement, ça va être un mix and match de fonctions et d'usages qu'on va devoir combiner et être fort sur chacun des points pour être compétitif avec la maison ou les autres formes de bureaux de l'écosystème. Merci François déjà pour cette première vision fonctionnelle. Du coup Frédéric, chez Orange, si on parle usage justement, comment est-ce que vous répondez aux attentes de vos collaborateurs? Je sais que vous avez des projets en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, bien sûr. Alors c'est vrai que l'expérience salariée, l'expérience collaborateur passe avant même l'expérience de travail. Alors, nous avions environ 16 grands campus, alors soit qui venaient tout juste d'être aménagés avant mars 2020, soit qui sont en cours d'aménagement. Nous n'avons pas eu besoin de les changer.
hormis mettre en place les bonnes procédures adaptées au contexte gouvernemental, voilà, ils étaient prêts et ils sont toujours prêts à accueillir les salariés. Quelques distanciations physiques, mais pas de distanciation sociale, ça c'est important. Exiger le bien-être et l'équilibre nous semble prioritaire, et donc travailler sur la flexibilité. Donc ça veut dire que pour offrir une expérience de travail qui soit encore plus exceptionnelle que celle qu'on peut avoir en télétravail et en travail à distance, il va bien sûr falloir donner envie aux salariés de revenir sur site, et puis re-questionner le rôle du bureau. Le bureau, j'y vais, mais pour y faire quoi ? Alors que finalement, toute cette période a montré aussi que les équipes pouvaient tout à fait être performantes à distance et répondre aux enjeux de l'entreprise. Alors, un des premiers points, c'est s'attacher aux besoins des salariés. Il nous parle de retrouver beaucoup plus de sens au travail, avoir des besoins de connexion avec leur communauté de travail, mais en même temps des besoins d'équilibre, vie pro, vie perso, et puis de l'autonomie. Pour l'entreprise, il y a un besoin de beaucoup plus de flexibilité, d'innovation, bien évidemment de performance aussi. Donc c'est là où il va falloir trouver l'équilibre entre les deux et pouvoir répondre à une flexibilité qui va être à la fois une flexibilité sur les lieux, multi-offres de possibilités de lieux de travail, mais bien sûr une flexibilité aussi sur l'organisation du travail. Et là, c'est là où il va y avoir toute une transformation, une accélération de l'innovation managériale qu'il va falloir mettre en œuvre. Et puis une flexibilité à l'intérieur même des environnements de travail. Et comment, dans cette offre multiple, on crée les espaces qui vont être adaptés aux usages et aux activités des salariés. Alors tout ça, on se doute bien que déjà, on ne va pas tout transformer une fois. On voit bien que toute la période pandémique, elle n'est pas terminée. Donc on n'a encore pas suffisamment de retour sur comment on va capitaliser, mais créer vraiment des opportunités de cette crise, tout en faisant attention aussi à certains défis, notamment la fatigue cognitive, notamment le manque d'interaction. Donc il y a un risque au niveau du lien social qui peut être distendu. Et puis faire face à toute cette incertitude, ça veut dire que l'entreprise va toujours devoir être en permanence dans une forme d'adaptabilité maintenant, mais aussi demain, et de façon à toujours répondre à ses usages. Merci Frédéric. François, peut-être rapidement, un dernier ingrédient à nous partager, au-delà du hard. Alors, il y a un enjeu aussi sur les locaux physiques, c'est créer de la fierté d'appartenance. Alors, la fierté d'appartenance, ça passe par des lieux qui incarnent vraiment les valeurs d'une entreprise. Ici, je vous montre ce que nous avons fait, les 30 000 m² que nous avons fait pour Ferrero, le siège monde de Ferrero à Luxembourg. Ce lieu avait pour vocation d'incarner les valeurs de Ferrero, la générosité, le travail, la créativité. Et nous sommes appuyés aussi sur l'histoire de Ferrero, ses origines. L'inspiration a été l'Italie, bien sûr, le Piémont, Alba plus particulièrement, les ruelles d'Alba. Vous voyez, il y a des ruelles chez Ferrero qui mènent à un amphithéâtre. Le noisetier est mis à l'honneur puisque c'est un peu l'emblème de la marque. Et on a une place, la Piazza Ferrero. L'ensemble s'appelle la Casa Ferrero, c'était déjà un point de départ énorme. La Piazza Ferrero, la Mensa, c'est le restaurant, et bien sûr on a un Ferrero Café. Donc aujourd'hui il y a une vraie fierté chez les collaborateurs de Ferrero, au-delà du confort, de l'ergonomie, de la qualité de l'air, etc., de tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une fierté d'image, d'appartenance, et ils sont très très pressés de retourner au boulot. Merci François. Je vous propose qu'on réaccueille François Desgardins sur le plateau et puis on va se parler effectivement de l'approche plutôt humaine, l'ingénierie humaine dont Frédéric a commencé à nous parler. Merci François. Merci.
Rebonjour François, de retour parmi nous. Du coup, Ghislain, François nous a parlé tout à l'heure de l'approche effectivement plutôt fonctionnelle. On parle de hard, on parle d'ingénierie des lieux, de fonctionnalité. Mais du coup, il nous manque un petit peu une couche de soft, une couche managériale. Quelle est ta vision, toi, des choses là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut réussir à créer cette expérience demain? Oui, ce qu'on voit là, en fait, c'est qu'on ouvre un champ des possibles énorme. Peut-être on n'a jamais eu autant de choix, si je veux, place du point de vue du salarié, sur mes écosystèmes de travail et sur mes modes de travail. Donc, je dirais un peu, le danger, c'est ce grand chapitre qui s'ouvre et de se dire finalement là-dedans comment je suis compétent. On a vu qu'il y a déjà un sujet de compétence dans la mutation même de son travail. Donc c'est l'enjeu numéro 1. Et je dirais que même dans l'appropriation de l'environnement de travail, il faut travailler sur des compétences assez simples, quotidiennes, de réinvestir le bon outil digital avec la bonne pratique ou le bon espace. Voilà, donc il y a tout un sujet d'accompagnement du salarié dans l'appropriation. Et on a parlé d'un super animateur de ces écosystèmes qui est le Chief of Work, plutôt du côté des RH. Mais si j'ai envie de regarder en proximité de mon équipe, finalement, c'est aussi surtout le manager de proximité qui voit son rôle renforcé. Alors, dans le tout et les excès qu'on évoquait dans les littératures, on a pu se dire que le manager disparaît dans ce système-là, puisqu'on est dans un principe d'autonomisation et de confiance. Et là, au contraire, on dit, mais non, l'opportunité, elle est pour le management de proximité à réinventer son rôle et éviter d'ailleurs la régulation. De nouveau, un risque que je pointe, c'est l'hyper-régulation, parce que le télétravail nécessite des accords, l'usage des bureaux, on va dire attention aux jauges, au-delà de la crise sanitaire, des pics, des creux, et on risque d'être dans un système de surrégulation. Il y a eu ça d'ailleurs dans le déconfinement, où entre l'État jacobin central et le directeur d'école, on se disait mais qu'est-ce qu'on régule en centrale et qu'est-ce qu'on donne en autonomie locale? Donc on va dire que du côté de l'entreprise demain, oui, le capital humain au cœur, le salarié plus compétent et le manager dans un principe de subsidiarité avec l'accord général de l'entreprise, dans une interprétation et surtout un dialogue ouvert. Le manager avec l'équipe, et pas simplement dans une discussion d'ailleurs en bilatéral, c'est pas que le manager avec un salarié, sur on fait ou on fait pas du télétravail le jour, c'est plutôt, je dirais, une discussion collective qui doit permettre de mettre en place ce système. Voilà. Donc à la fois un enjeu, mais surtout je pense une grosse opportunité pour un manager au cœur de l'animation de son équipe. À réinventer aussi. François, du coup, sur ce point, vous aviez des choses à nous dire? Je pense qu'on vit dans un monde qui est en transformation perpétuelle, en fait. Alors, vous savez, on commence à voir arriver des structures de transformation, mais en réalité, il n'y a pas de transformation. C'est que le monde, maintenant, est en mouvement. Il s'accélère. Ce mouvement, il est de plus en plus rapide. Et donc, c'est vrai que tous nos grands groupes doivent prendre ça en main et mettre en place les structures qui vont permettre justement d'accompagner ce mouvement. Ça veut dire que les directions des ressources humaines et les directions de l'immobilier, elles vont travailler de plus en plus ensemble. Elles le font déjà, bien sûr, mais sans doute de manière encore plus forte. Elles vont être obligées d'associer les collaborateurs. Là où avant, on avait une approche top-down, où finalement, on avait un certain nombre de fonctions support qui pensaient en haut un modèle. Là, on voit bien, en tout cas, nous, notre direction de l'immobilier chez Nexity ne conçoit plus aucun bâtiment sans associer les gens qui vont vivre dans ce bâtiment. Et c'est ce qu'on préconise à nos clients. On l'a vu avant dans l'expression défendue par François, il y a une vraie logique de réinvention de chacun des lieux. Donc, est-ce que le bureau est mort? J'ai envie de dire qu'une certaine forme de bureau est mort. Ça, on en est, je pense, tous convaincus. Pour autant, le bureau est très très loin d'être mort. C'est l'espace de sociabilisation. C'est d'ailleurs un des derniers lieux de sociabilisation, le bureau. Et donc, cette importance-là est très forte. Et puis, il y a un dernier acteur qui, pour moi, est au cœur et qui est central et qui est très important qu'on aille chercher à associer. Ce sont les organisations syndicales. Elles ont un rôle à jouer, un rôle important, un rôle... à mon sens, très moderne, c'est-à-dire que quelque part, avec la crise Covid, ça va peut-être paraître surprenant ce que je vais vous dire, mais on a retrouvé un peu de liberté, la liberté de choisir, ou peut-être on pourra travailler. Qu'est-ce que nous, en tant que collaborateurs, on va accepter d'échanger en face de cette liberté? Et peut-être que l'échange, ça va être un peu moins de territorialisation de son bureau et un peu plus d'acceptation que notre entreprise va nous dire, en échange de cette liberté que je te donne de travailler un peu plus chez toi, de choisir peut-être un peu plus l'endroit où tu vas aller travailler et de te mettre à disposition des espaces un peu plus flexibles, il faut que tu abandonnes ta plante verte et les 3 photos que tu avais sur ton bureau. Alors j'exagère, c'est bien évidemment une image d'Épinal. Et je répète, on a quand même besoin de se sentir en team, en équipe, en tribu, mais sans doute de manière moins territorialisée.
Mais effectivement, c'est tout à fait intéressant parce que justement au niveau de l'écosystème, pour que tout ça prenne vie et que l'expérience soit positive, on a la conviction qu'effectivement la marque employeur demain va devoir devenir plus englobante, plus bienveillante au sens large, à la fois au bureau, mais aussi à domicile, mais aussi dans des tiers-lieux. Donc juste avant de débattre, je vous propose qu'on écoute Félix, notre directeur du planning stratégique, qui a une ouverture un petit peu sur ce que pourrait être le rôle de la marque employeur demain. Le lieu de travail, c'est aussi le lieu d'incarnation de la marque employeur. Le lieu de travail est censé matérialiser la vision de l'entreprise, ses valeurs, mais aussi tous les codes implicites qui conditionnent quelque part notre travailler ensemble, cet esprit d'équipe qui va embarquer tout un tas d'individus. Alors, avec le télétravail, forcément, ces codes corporate sont un petit peu moins palpables autour de nous et on peut se poser la question des conséquences de cet effacement progressif de la marque employeur sur notre sentiment d'appartenance à l'entreprise. D'un autre côté, ce télétravail généralisé, c'est aussi l'occasion inespérée pour certaines marques employeurs de se rapprocher de la vie de leurs collaborateurs, tout en veillant bien sûr à ne pas être trop invasif dans cette démarche. Au planning stratégique, on observe et on étudie en ce moment 2 types de leviers pour renforcer la marque employeur à distance. Le premier, c'est l'e-bounding, ou comment remettre du sens et de l'émotion dans les échanges entre collaborateurs. On le voit depuis 1 an, les entreprises improvisent en ménageant des moments d'échange informels entre leurs équipes, mais il y a quelque chose qui nous manque, c'est-à-dire que les échanges ne sont pas très fluides. On a par exemple plus ce body language qui nous permet quand même de nous connecter les uns aux autres. Et donc on va observer maintenant des startups qui vont essayer de remédier à ce manque d'intensité émotionnelle dans les réunions virtuelles. Ça va être par exemple l'entreprise Spatial qui va nous permettre, grâce à la réalité virtuelle, d'endosser en fait un costume d'avatar et de nous déplacer dans une pièce virtuelle pour interagir de manière beaucoup plus, on va dire, incarnée avec nos collaborateurs. Le second levier d'action pour la marque employeur est ce que j'appellerais le corporate lifestyle. Ça part d'un constat simple. Si je laisse rentrer l'entreprise dans ma vie privée, est-ce qu'elle n'est pas quelque part responsable du juste équilibre entre ma vie professionnelle et ma sphère intime? Alors, ça commence par des choses assez basiques, comme toutes ces entreprises qui veillent à la déconnexion effective de leurs collaborateurs passé une certaine heure, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Quid, par exemple, d'une entreprise qui proposerait gratuitement à ses employés l'application Sphere, qui veille à mesurer son taux de stress tout au long de la journée, à en être plus conscient pour être mieux dans ses pompes et mieux avec les autres. La marque employeur, demain, elle pourrait devenir quelque part une marque lifestyle et ça pourrait être un vrai levier de désirabilité pour elle. Je vous donne un exemple. Est-ce que demain, la cantine de l'entreprise, elle n'est pas complétée, voire remplacée par un service d'abonnement de repas équilibrés et qui vont m'être livrés pas seulement pendant ma semaine de travail, mais peut-être aussi pendant mon week-end. Voilà, demain, en fait, la marque employeur, paradoxalement, elle peut avoir un champ d'action beaucoup plus large et je pense qu'elle n'a pas fini de nous surprendre. Now, back to Anne. Merci Félix, effectivement un peu de projection quand même ou d'hypothèse. Mais c'est crucial, effectivement, comment l'entreprise accompagne le collaborateur et le salarié dans cette expérience plurielle et beaucoup plus élargie. Du coup, Frédéric, vous chez Orange, quel accompagnement vous proposez à vos salariés, vos collaborateurs ? Depuis 4 ans, nous sommes réellement dans une démarche intégrée, RH, immobilière et digitale. Alors si je mets l'immobilier au milieu, il y a bien une raison, c'est que c'est avant tout les projets sont des projets managériaux, des projets humains. On les réalise pas pour l'équipe projet qui va travailler de façon formidable pendant toute la durée du projet, que ce soit en interne ou en externe, mais pour les salariés qui vont y vivre. Et donc, il y a toute une invention à avoir, un accompagnement à avoir avec eux. Si on veut qu'ils adhèrent à cette transformation,
il ne faut pas oublier de les impliquer. Il faut co-construire les futurs aménagements avec eux de façon à ce que d'une part ils comprennent les enjeux de l'entreprise et puis que ces espaces correspondent à leur métier, aux usages qu'ils vont en faire et que c'est du sens. Alors pour ça, un des points essentiels, c'est d'impliquer les managers dès le démarrage. Il faut vraiment travailler avec les managers sur ce que va être leur projet d'équipe. Parce que finalement, l'espace physique de travail, ce n'est qu'un outil au service du projet managérial et d'un projet d'équipe. Alors dans une période telle qu'on est en train de la vivre, hein, dans cette forme assez singulière actuellement, un des points qu'on pourrait proposer à la réflexion des managers, c'est d'une part le rôle du bureau. Qu'est-ce que tu as envie de faire de tes futurs espaces et en quoi le bureau va te servir pour ton projet d'équipe. Retravailler la flexibilité qu'on a évoquée, pas au sens individuel, mais vraiment au sens du collectif d'équipe et réinventer les rituels. Ça me semble essentiel. Et pour ça, il ne faut pas sous-estimer l'accompagnement de la transformation que ça implique pour l'ensemble des salariés, qu'on soit manager ou faisant partie d'une équipe sans avoir de rôle managérial. Tout à fait, c'est très, très important, très englobant Oui, et sur les différents points. Et vous, François, du coup, à quoi vous croyez finalement quels sont les bons ingrédients pour créer une expérience transverse réussie dans l'écosystème? Alors, je ne sais pas si la marque employeur doit devenir lifestyle, comme ça nous a été dit. Il y a une chose dont on est convaincu par contre, c'est que quand on se lève le matin, il faut qu'on sache quand même pourquoi on se lève. Et donc, pour nous, Nexity, il y a une des questions de fond qui a été nous demander, mais finalement, qu'est-ce qui nous rassemble? Pourquoi je travaille aujourd'hui chez Nexity et pas ailleurs, etc. Et donc, ça, c'est notre raison d'être. Et effectivement, nous, on a cette conviction, parce que c'est notre métier, parce qu'on le fait depuis des dizaines d'années, que notre rôle social à nous, c'est de construire des endroits pour vivre ensemble. Alors notre raison d'être, on l'a définie, on l'a écrit, on a engagé tous les collaborateurs à y travailler avec nous, c'est vivre ensemble. Et le vivre ensemble, on s'est dit c'est pour nous, c'est entre nous dans notre entreprise, mais c'est surtout nous sur le territoire, l'empreinte qu'on va laisser. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ça peut paraître un peu éloigné, mais en fait non, pas du tout. Parce que justement, ce qui fait qu'on va faire corps, et quand on va se retrouver dans nos bureaux, c'est savoir qu'on partage cette raison d'être. Et ça, effectivement, c'est un travail plus managérial, plus travail sur l'humain. On aime bien travailler avec une société qui s'appelle Boson Project, qui nous accompagne sur ces thématiques de transformation. Et ce mouvement-là, on va l'expliquer à nos collaborateurs, on va construire, on va faire corps autour de ça. Et puis, effectivement, l'immobilier va venir en soutien de cette raison d'être pour proposer des espaces dans lesquels on va constamment se réinventer, nous, nos partenaires, nos fournisseurs, mais en ayant une raison d'être qui est très claire et qui est le fil sur lequel on va tirer sur toutes nos étapes de travail. Très bien. Et du coup, pour rebondir sur, peut-être en dernier lieu, sur ce que disait Félix, c'est que on parle de pack de services, on parle d'applications digitales. Finalement, pour l'expérience au sein de l'écosystème réussi, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui sont cruciales et à mettre en avant? Alors, nous, en tout cas, on croit au digital, même si la limite qu'on y met, bien évidemment, c'est le digital ne remplacera jamais l'être humain. Donc, on a aujourd'hui un package de services qui arrive dans lequel on mélange les deux. Donc on fait de l'hospitality management avec une structure qu'on appelle Nexity at Work, où on va proposer effectivement des équipes physiques qui vont faire office. Finalement, c'est une espèce d'animation et de community management 2.0 de gens qui organisent des événements, qui se mettent au service des collaborateurs. Et eux, par contre, on va les augmenter d'un certain nombre d'outils digitaux dont ils ont besoin pour mieux faire leur métier qu'avant, où on va trouver des solutions de monitoring du bâtiment, par exemple. Donc on a une structure qui s'appelle Intent Technology qui permet de monitorer tout un tas d'éléments du bâtiment et qui va permettre à notre property manager de mieux gérer l'électricité, le chauffage, la qualité de l'air, le fonctionnement des ascenseurs, ce genre de choses qui sont liées effectivement au fonctionnement courant du bâtiment, en maintenance préventive, en maintenance curative. Effectivement, essayer d'anticiper un maximum les incidents qu'on va avoir dans l'actif et puis quand il y en a un, les résoudre le plus vite possible. Des solutions encore de flexibilité, des serrures connectées, des portiques dans lesquels on va pouvoir, de manière très rapide, envoyer des QR codes qui vont permettre aux gens de rentrer dans des espaces, d'en sortir, de les consommer de manière temporaire ou de manière plus longue.
Des solutions d'aménagement d'espace aussi, qui vont permettre tout simplement d'associer dans l'organisation spatiale, toujours pareil, dans cette démarche qui consiste à pouvoir construire ensemble son espace de travail, même si, une fois encore, il ne faut pas oublier, tout ça aura besoin de professionnels, de gens qui accompagnent, de ces fonctions support, mais aussi de structures dont c'est le métier, pour jouer le rôle de facilitateur, de médiateur. Mais je pense que les entreprises qui feront ça correctement le feront, je répète, de manière moins autoritaire, et donc dans quelque chose de beaucoup plus partagé, de beaucoup plus associant. Voilà. Bon, mais je pense que c'est clairement ce qu'on voit à l'œuvre d'ores et déjà dans beaucoup de structures. Et l'ubérisation, du coup, de l'écosystème, vous y croyez ou Alors, c'est un mot, non, mais galvaudé moi je vous parlais de plateforme de service tout à l'heure, c'est pas un hasard. Effectivement, chez Nexity Entreprise, on se conçoit maintenant comme une plateforme de service. Ça veut dire qu'on pense que demain, malgré tout, ce que les gens vont vouloir, c'est travailler où ils veulent, quand ils veulent. Et nous, notre métier qui était de construire des immeubles, et qui restera de construire des immeubles de bureaux, le cœur du réacteur chez nous, ça reste ça, on va commencer à penser des infrastructures globales. Ça veut dire qu'on veut penser le bureau comme on a pensé les autoroutes, ou comme on a pensé les ports. Et finalement, quand je prends l'autoroute avec ma voiture, je vais où je veux, quand je veux. Et donc ça, demain, nous, Nexity, entreprise, on se met en capacité d'accompagner nos clients, qui sont les grands propriétaires de bureaux en France et les grands comptes, à créer cette flexibilité, à créer cette interconnectivité entre leurs actifs. Et donc, on peut penser demain avoir des applications smartphone qui ressembleront à Uber, où quand je me lève le matin, je décide est-ce que je reste travailler chez moi, ou est-ce que je vais à mon siège, ou est-ce que je vais dans tout un tas de lieux qui sont soit les lieux propriétaires de mon entreprise, on a vu des groupes comme Orange, comme Engie, comme EDF, ont beaucoup d'actifs, donc ils peuvent proposer à leurs salariés déjà une infrastructure assez large d'espace de travail, mais comment peut-être demain je vais aller travailler dans d'autres endroits que j'aurais choisi moi, avec des modes de paiement d'ailleurs qui seront un peu alternatifs. Sans doute qu'une partie sera prise en charge par l'employeur, une partie pourra être payée directement par moi parce que c'est mon choix, et puis peut-être qu'on verra arriver un certain nombre de dispositifs fiscaux accompagnés par l'État et qui permettront aussi, comme il y a eu sur le ticket restaurant, d'avoir des nouvelles manières de consommer le bureau. Donc ça, on y croit beaucoup. On est assez militant là-dessus, mais on pense qu'effectivement, c'est sans doute une forme d'avenir que de penser qu'on travaillera un peu chez soi, un peu dans des tiers-lieux, proposés par notre groupe ou pas, et puis toujours ce siège qui restera, je répète, le totem de l'entreprise, de sa raison d'être d'une part, et puis aussi son showroom. Il faut aussi montrer ses savoir-faire. Donc on aura ces deux fonctions qui resteront dans des bâtiments sièges totem. Merci beaucoup François. Je vois le temps qui passe et effectivement on arrive quasiment à la fin de notre débat. Peut-être en un mot, effectivement, on est dans un écosystème plus complexe, protéiforme, du coup qui nous apparaît comme ça plus aussi difficile à piloter. Est-ce que demain on va se diriger vers du yield management de bureau, pourquoi pas, et comment est-ce que c'est quoi les clés finalement pour un DG, un directeur immobilier ou une foncière pour monitorer? Alors ça pourrait faire l'objet d'un débat en tant que tel, donc je pense qu'on va être court sur le sujet, mais peut-être en deux mots si vous avez des réactions sur cette question, ou si c'est un peu trop tôt pour y répondre, je sais pas. Déjà, si on veut faire du bureau, le hub social, le camp de base, compte tenu de toute cette période, on va devoir apporter des garanties, des réponses aux salariés, et notamment sur un des risques qui est nouveau, c'est que finalement, le bureau peut être un risque pour la santé des salariés. Donc avoir des informations sur la qualité de l'air, sur l'environnement, avoir de plus en plus de sans-contact peuvent être des réponses. Donc bien sûr, il y a une accélération digitale de ce côté-là. Et puis certainement avoir beaucoup plus d'informations sur l'usage des espaces, est-ce qu'ils sont réellement utiles aux activités, et une vraie question aussi sur l'efficience de nos bâtiments si on veut aussi pouvoir répondre à des enjeux RSE. Et tout ça, ça va nécessiter beaucoup plus de monitoring du bâtiment, mais tout reste ouvert et les réflexions, même si elles existaient déjà, voilà, il faut quand même le temps de se reposer les bonnes questions et de mettre en œuvre. En effet, on est au début de ça.
On parlait du retail tout à l'heure, on mesure beaucoup plus dans les lieux de vente et les parcours des consommateurs entre la partie en ligne et la partie physique. On n'est qu'au début de ça dans l'entreprise. D'abord parce que les technologies ont besoin de maturer. La deuxième, c'est qu'il y a un sujet d'acceptation sociale. Et on voit que là, la valeur confiance, dont on a déjà un peu parlé sur la liberté de choix d'action et de lieu, elle pose aussi la question, dès qu'on va commencer un peu à monitorer, de la confiance en l'entreprise sur le fait qu'on n'est pas dans un sujet de traçage ou de productivité. Donc toujours cet élément humain à prendre en considération. Et puis, comme tout sujet un peu de digital, c'est de se dire que la prise en main et la fluidité va être essentielle, parce qu'on a vu trop aussi de multiplication d'outils, d'applications, de plateformes, où finalement, du point de vue du salarié, c'est plus une complexité qu'une facilité. Donc la fluidité, on parle de sans couture, ça reste quand même un grand défi. Donc des technologies simples et utiles, et surtout, toujours pareil, de l'accompagnement des salariés dans cette expérience. Et puis, pas de grand soir. On a dit que les transformations s'accéléraient, et pour autant, il n'y a pas de bouton on-off. C'est-à-dire que toutes ces autres transitions, même si elles vont plus vite, elles se font quand même étape par étape. Il faut surtout penser les transitions. On aime bien aussi, c'est ce qu'on recommande d'ailleurs à nos clients, passer par ces phases pilotes. Il faut apprendre par la mise en œuvre et pas simplement rester sur des projections, et pas à grande échelle. On peut démarrer assez modestement, apprendre, améliorer et ensuite déployer dans un système apprenant. C'est peut-être le mot moi je retiendrai sur ce sujet-là, c'est l'apprentissage permanent, où nous on aime bien parler de l'entreprise adaptative qui accepte que finalement le mouvement soit permanent. D'ailleurs nous on s'appelle Work in Progress, qui veut dire que work, le mot du travail, est une sorte de chantier permanent au sens positif du terme, et ça n'a pas fini, je dirais, de se mettre en marche. Et effectivement, pour conclure, on parle de future of work. Je pense qu'on peut se dire c'est work now. Je le disais en préambule, c'est que les changements, c'est au fil de l'eau et c'est maintenant et c'est tout le temps. Le retour au bureau, on le voit en Angleterre, en Chine par exemple, c'est maintenant. Donc les questions à se poser sur la reconfiguration de ces bureaux, l'ingénierie de fonctionnalités et de lieux que chaque entreprise a envie de mettre en place, associée à l'ingénierie humaine, l'approche combinée du hard et du soft, des questions qu'on traite avec Ghislain et Work in Progress et Lonsdal tous les jours, finalement c'est maintenant. Et on serait ravis effectivement d'en discuter si ça vous intéresse plus en avant. Vous recevrez, vous qui avez participé tout au long du webcast, justement une petite synthèse de nos échanges et puis nos contacts pour échanger avec grand plaisir. Merci à Frédéric, merci à François, merci Ghislain. Merci de votre accueil. Au revoir.